Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc on s'est dit qu'on reviendrait sur le dernier film de David Cronenberg qui était présenté l'année dernière au Festival de Cannes, qui est un cinéaste, je pense, qui compte beaucoup pour nous, qu'on a beaucoup suivi, qui est quelqu'un qui a représenté à un certain moment l'énergie, la vitalité d'un cinéma qui a longtemps été déconsidéré, le cinéma de genre, le cinéma horrifique, qui passait pour être un cinéma d'exploitation assez commercial. Et il y a toute une génération, celle de Cronenberg, qui en a fait, qu'il a inscrit dans l'attention centrale qu'on pouvait avoir pour le cinéma, parce que ils ont eu des thèmes très audacieux, ils ont eu une vision, une façon de mettre en image les choses et des préoccupations, celles de Cronenberg, qui étaient très en phase avec leur temps, qu'on a parfois qualifié de baudrillardienne chez Cronenberg, dans le sens, en rapport avec le philosophe Jean Baudrillard, parce que Cronenberg, c'est quelqu'un qui a examiné les rapports de l'homme et de la machine, de l'être humain et de la technologie, qui a postulé une mutation de l'humanité en rapport avec son environnement technologique, donc qui a examiné ce qui se passait dans le corps avec toutes les prothèses possibles et imaginables de notre modernité technologique. Et donc à travers ça, il a touché des sujets qui engagent notre modernité. Cronenberg, c'est quelqu'un qui est né dans les années 43 ou 44, qui est canadien, hein. C'est pas un Américain des États-Unis, c'est un Américain au sens plus large, canadien, donc un petit peu décentré par rapport à Hollywood, qui a commencé à la fin des années 60, début des années 70 dans l'underground de Toronto, donc la scène underground, un peu d'avant-garde de la ville canadienne de Toronto, qui s'est d'abord fait remarquer par des films assez expérimentaux, qui a beaucoup tourné pour la télévision, puis qui a éclaté au milieu des années 70. Avec des films qui ont profité d'un crédit d'impôt montréalais à l'époque, en tout cas qui se sont infiltrés dans une vague horrifique, qui a permis à beaucoup de jeunes cinéastes de démarrer à l'époque, avec des thématiques et des sujets qui en ont vraiment fait un cinéaste à part. Avec Frisson, il racontait une histoire de contamination et de paranoïa. Avec Scanners, il examinait le thème des sociétés secrètes et une sorte de race humaine mutante qui agissait dans les bas-fonds de la société. Ces films qui vont connaître de véritables succès d'exploitation et qui vont vraiment se faire remarquer dans le cadre du cinéma d'horreur vont l'emmener jusqu'à Hollywood, où il va tourner pendant une petite décennie des films comme La Mouche avec Jeff Goldblum. C'est sans doute son film le plus célèbre, et puis qui vont l'amener petit à petit avec Faux Semblants, etc., jusqu'au Festin nu, qui était un film très audacieux, une adaptation de William S. Burroughs, un écrivain assez halluciné de la scène américaine. C'est un film qui a représenté un assez gros budget. Il tournera aussi dans la foulée Madame Butterfly, un film aussi très ambitieux dans un partenariat soutenu avec Jeremy Irons, l'acteur Jeremy Irons. Et puis c'est des films qui vont pas tellement marcher au box-office, qui vont ramener Cronenberg, disons, à la charnière des années 2000-2010, dans le courant des années 2000-2010. Ils vont le ramener à Toronto, au Canada, et dans le cadre de budgets un petit peu plus petits. Alors c'est vrai que pour les derniers films de Cronenberg, il y a un malentendu qui règne. On attend beaucoup de lui qu'il refasse l'époque de ses grands succès des années 80-90, on va dire des films comme Vidéodrome, etc. Les films qui ont vraiment marqué leur époque, où il y avait un mélange comme ça à la fois de postulats dystopiques, science-fictionnels assez audacieux, et de
voilà, d'images graphiques très marquantes. On se rappelle dans Vidéodrome, James Wood qui se transformait en magnétoscope humain, ou tout simplement dans La Mouche, la transformation de Jeff Goldblum en une sorte d'insecte humain. C'est toutes ces scènes de mutation qui ont fait qu'on a accolé le nom de Cronenberg au sous-genre de la body horror, comme on dit. C'est l'horreur organique, l'horreur du rapport au corps humain et de ce qu'il y a d'étranger en soi, ce qui a fait qu'on l'a beaucoup rattaché à toute une série d'écrivains comme Kafka, etc. Bon, voilà, les références, on pourra les éplucher un peu plus tard. Mais à partir de... Il y a un moment un peu charnière dans l'œuvre de Cronenberg, c'est A Dangerous Method. En 2010, il signe un film historique, un film d'époque, sur les débuts de la psychanalyse, plus précisément sur les relations de Freud et de Carl Jung, voilà, les pères de la psychanalyse. Et à ce moment-là, le cinéma de Cronenberg s'installe dans un cadre peut-être un peu plus restreint, mais non moins audacieux, qui est celui de la parole analytique, la parole qui va fouiller comme ça la psyché humaine et qui va continuer, malgré le fait que le cinéaste opère maintenant dans des plus petits budgets, qui continue à travailler une question essentielle du cinéma de Cronenberg, à savoir à quel point une idée agit sur le corps et à quel point le corps est une image des idées qui nous traversent. Et vous allez voir qu'avec tous les films qu'il a fait par la suite, il n'a cessé de rester là-dedans. Et avec Les Linceuls, c'est aussi le cas. Le film a beaucoup perturbé parce qu'en effet, c'est maintenant la parole qui est au centre du cinéma de Cronenberg. Ce n'est plus les images folles qu'il a pu produire à une certaine époque. Mais vous allez voir que je ne révèle pas grand-chose du film parce que vous allez le découvrir. Juste un petit mot avant de le lancer, j'ai déjà été assez long, mais juste pour vous dire que le film est né d'un drame privé et personnel de David Cronenberg. C'est la disparition de sa femme, Caroline Cronenberg, qui était non seulement son épouse, mais une collaboratrice de longue date, puisqu'elle était sa chef décoratrice. Donc elle a travaillé avec lui sur ses films. C'était une collaboratrice chevronnée. Et Caroline Cronenberg est décédée. Et ça a mis quelques années pour que ce film se fasse, mais il émane directement de ce deuil-là. C'est donc un film sur le deuil, mais le deuil façon Cronenberg, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous le traiter avec un épanchement lyrique et romantique, etc. Non, pas du tout. Il va questionner le deuil au regard de ce que c'est que notre environnement technologique d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'il fait ça, et surtout qu'il va aller un peu plus loin et très profond dans ce que c'est que le deuil. C'est-à-dire, est-ce que dans notre modernité médiatique, on est cerné par les images de toutes parts, le deuil ne contamine pas quelque chose de notre réalité? Est-ce qu'il n'y a pas de la fiction comme ça qui bouillonne, qui fourmille, qui déborde du simple fait de cette perturbation qu'est le deuil et qu'on n'arrive pas à gérer? Est-ce que pour surmonter un deuil, en d'autres termes, il ne faut pas se raconter des histoires, et les histoires les plus folles possibles et les plus inimaginables? Voilà, je vous laisse là-dessus. On regarde le film, et puis pour tous ceux qui le souhaitent, on en discute après tous ensemble. Voilà, bon film et à tout à l'heure. Comme on l'a dit, la dernière partie de carrière de David Cronenberg, qui doit approcher les 80 ans maintenant, c'est un théâtre de parole. Donc voilà, il ne faut plus attendre de ces films de l'horreur, du fantastique, on est vraiment dans une sorte de théâtre mental dont l'enjeu principal est le dialogue, la conversation, et ce que ça charrie sur les personnalités abordées, les sujets creusés. Ici, évidemment, le deuil est la question principale. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Je remonte dès les débuts du film, et puis là, comme le générique défile encore, ça m'amène au générique de début, qui pour moi est déjà très intéressant en lui-même. C'est un très beau générique qui est fait de particules, des sortes de particules en suspension comme ça, qui évoquent à la fois
peut-être un corps en décomposition, les atomes, les molécules qui se détachent, ou une sorte de poussière comme ça, qui est pour moi à la fois la poussière du corps en décomposition, les cendres si on peut dire, et en même temps aussi ce qui sera la matière principale du film, c'est-à-dire ces particules, cette poussière de l'image, cette poussière du numérique aussi, hein. On est dans un film qui est tourné entièrement en numérique, et qui, au-delà de cette image assez lisse, de cette nouvelle vision qu'on a aujourd'hui, est aussi un film sur les images qui nous entourent, tout ce système d'images dont on s'entoure, qu'on use tous les jours, qui est à la fois fluide, qu'on tient au creux de la main, qu'on regarde tout le temps, tout ce système d'écran, voilà, qui est autour du personnage, qui est un des grands sujets du film, et qui, que le film définit comme une sorte de... Dès le début, dès ses premières images du générique, de façon certes assez symbolique, il y a quelque chose de presque dans ce numérique de moléculaire, quoi, hein. Voilà, donc il y a à la fois l'idée du corps et à la fois l'idée de l'image au début qui se mélange comme ça dans ce très beau générique de poussière en suspension. Voilà, qui pour moi dès le début active quelque chose. Ensuite, en revoyant le film, j'avais vu l'année dernière à Cannes, je me suis dit, il y a une dimension quand même tout à fait étonnante, qui est bien un contre-pied à la Cronenberg, qui est de traiter ce sujet du deuil, non pas comme on l'aurait attendu, avec beaucoup de sérieux, de componction, de gravité, mais au contraire avec un certain humour. Voilà, la deuxième vision, c'est la dimension de l'humour qui, pour moi, ressurgit, un humour qui est à la fois tranchant et tragique, parce que bien sûr il concerne la mort, mais qui est aussi, et je crois que c'est une dimension du film qui est quand même à prendre en compte, que Cronenberg figure peut-être pour la première fois de sa carrière, qui est sa judéité. On voit une tombe juive, on voit l'étoile de David, et il y a de l'humour juif, je pense, dans le film. C'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans ce côté d'humour existentiel assez tragique, et en même temps un humour à froid comme ça, assez distant, qui pour moi est une dimension vraiment importante. Mais la première phrase du film est à la fois assez drôle et en même temps typiquement cronenbergienne. C'est donc le personnage de Karch, joué par Vincent Cassel, qui rêve comme ça, qui a un rêve assez morbide, où il voit le corps de sa femme à travers une sorte de petite lucarne, et puis il se réveille chez le dentiste. Et voilà, et chez le dentiste, et donc déjà il y a une espèce de contraste assez savoureux, mais surtout ce que lui dit le dentiste, c'est la première phrase du film, c'est le chagrin fait pourrir vos dents. Bon, alors ça pour moi c'est la phrase cronenbergienne type, cronenbergienne, c'est-à-dire la phrase qui postule dès l'ouverture du film le fait que les idées, les sentiments ont une traduction physique, concrète. Le chagrin fait pourrir vos dents. Pour moi, c'est tout le cinéma de Cronenberg en fait qui est là, puisque Cronenberg n'aura jamais cessé de montrer, que ce soit en Vidéodrome, dans Faux Semblants, ou même d'autres films qui me reviendront peut-être par la suite, mais voilà, que l'idée agit sur le corps, que le corps et la maladie est aussi une sorte de création, qu'il y a une réalité corporelle des idées, et que le corps est peut-être même aussi la traduction d'une idée. Voilà. Et donc le chagrin fait pourrir vos dents, pour moi, est quelque chose qui renvoie évidemment à toute l'œuvre de Cronenberg, en plus d'être une phrase terrible,
certes, aussi assez drôle, faut bien le dire, en tout cas assez surprenante dès cette entame du film. Drôle aussi est la façon dont on nous présente le personnage de Karch, dont on nous dit qu'il vient de perdre sa femme, Becca, qu'il a construit tout un système pour pouvoir avoir un retour par image de la décomposition de son cadavre en temps réel, mais surtout qui nous est présenté d'abord lors d'un rendez-vous galant, ce qu'on appelle un blind date, avec une femme de son âge avec laquelle on imagine qu'ils se rencontrent au restaurant, ils pourraient se remettre ensemble, mais la femme constate de plus en plus que le deuil de son ancienne femme n'est pas vraiment fait, que la place du cadavre dans la vie de Karch est tout à fait envahissante, et évidemment horrifié par le système qu'il a inventé et par le retour en temps réel de la décomposition de ce cadavre sous ses yeux, elle fuit, elle est complètement horrifiée par ce à quoi elle assiste. Donc ce rendez-vous galant est tout à fait morbide, et Cronenberg là joue dès le début de cette façon de nous présenter le personnage sur une sorte encore une fois de contre-pied ou de décalage qui a un côté assez drôle. Voilà, donc bon, c'est tout simplement pour amplifier sur cette sorte d'humour à froid qui habite tout le film et qui est une réponse assez inattendue à ce sujet du deuil. Alors le deuil, moi, ce qui me semble assez fort dans la façon dont le film le présente, je reviendrai sur l'argument technologique d'abord, mais ce qu'on peut constater, c'est que le cinéaste David Cronenberg, qui a vécu ce deuil, puisque le film suit directement de quelques années la disparition de sa femme à lui, donc on peut imaginer qu'il y a injecté des choses personnelles. Qu'est-ce que c'est que le deuil? Ça n'est pas un vide, ça n'est pas une absence, ça n'est pas un creux, comme on pourrait le croire, comme c'est souvent mis en scène d'ailleurs au cinéma, ou souvent un cliché comme ça. Mais pour Cronenberg, c'est une sorte de surprésence au contraire. C'est-à-dire que la disparue, la fameuse Becca, elle est partout. Elle est partout, et même trop là en fait. Elle est trop là parce que, alors déjà il y a le retour en direct, l'image de son cadavre qu'on peut consulter grâce à une appli en permanence. Donc le corps mort est toujours là. Mais il y a sa sœur jumelle aussi, qui est jouée par la même actrice, Diane Kruger, qui joue les deux sœurs, et qui est une sorte de reflet presque à l'identique de ce qu'elle était. Donc elle est encore présente. Je crois que l'assistante personnelle en intelligence artificielle dont use Karch est aussi à l'image de cette Becca. Et puis Becca, elle revient aussi dans les rêves de Karch. Donc elle est partout en fait. Et le deuil tel qu'il ne se fait pas, ou tel qu'il tarde à se faire, ou tel que on l'entretient dans une sorte d'inertie, comme ça semble être le problème de Karch, se manifeste par une démultiplication de la disparue. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, dans le film, cette façon de mettre en scène l'absence comme un degré de présence supérieure, ou démultiplié, ou obsédant, ou tout ce qu'on veut. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui je trouve, est très marquant, très bien vu, très fin. On peut avoir vu pas mal de films de Cronenberg, ou quelques-uns, même je pense quand on se mêle un peu de sa filmographie, on se rend compte à quel point ça a été le plus brillant, le plus intelligent des cinéastes nord-américains de ces dernières décennies. C'est quelqu'un qui a une vision acérée et très juste, et que là-dessus, qui est très influencé par la psychanalyse aussi. Cronenberg est un familier, un lecteur de Freud, qu'il a cité dans beaucoup de ses films. Et je pense que cette question du deuil, il la traite aussi comme ça. Il a compris un petit peu ce que c'était. Et ça, c'est assez beau. Ensuite, sur toute la première partie du film, c'est les premières scènes, c'est de nous ouvrir à ce dispositif technologique, la façon que
Cronenberg a toujours eu d'aborder la réalité, notre monde, même notre univers affectif, c'est par le biais de la technologie. Et ici, donc, cette caméra linceul qui entoure le corps et qui est une sorte de capteur, voilà, c'est assez intéressant, une sorte de capteur dont le corps est revêtu et qui, par contact, renvoie à une image, voilà, une image mobile, etc. On reviendra là-dessus. Alors, il y a déjà quelque chose qui, moi, me frappe, c'est que cette idée de la caméra linceul, de l'image numérique qui est produite par contact avec le corps, c'est quelque chose qui, alors, dès le début du film, est cité le suaire de Turin. Bon, c'est-à-dire que Cronenberg renvoie à ce dispositif technologique à quelque chose qui a longtemps été une sorte de mystique de l'image dans la culture occidentale. C'est-à-dire que l'image, que ce soit celle du suaire de Turin ou du voile de Véronique, par exemple, hein, vous savez, toutes ces images du Christ qui auraient été imprimées sur des morceaux de tissu. Voilà, alors ça renvoie bien sûr à cette mystique de l'image qui, dans le monde occidental, c'est cette idée que l'image est l'empreinte de quelque chose, hein, que l'image est un indice imprégné d'un morceau de réalité. Donc le visage du Christ sur le Saint-Suaire ou le voile de Véronique, mais ici, mystique de l'image encore, puissance de l'image, c'est-à-dire ramener la présence du disparu, combattre la mort presque quelque part pour maintenir le lien par-delà la mort, maintenir le lien amoureux, se donner l'illusion, en tout cas peut-être grâce à l'image, que l'empreinte de la personne aimée est toujours là près de nous, hein, et qu'elle continue à exister. Donc ça aussi, c'est assez brillant, c'est typiquement cronenbergien d'avoir conscience que à travers cette question du deuil se joue quelque chose qui est fondamental pour la civilisation occidentale, même en cette pointe avancée où on est aujourd'hui. C'est la question de l'image. La question de l'image qui pour l'individu, est censé attester de la réalité de quelque chose ou de remplacer une réalité quand elle a disparu. Ici, la présence de la femme décédée, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, mais il y a aussi quelque chose qui est développé tout au long du film. Et ça aussi, encore une fois, ça renvoie à l'idée, à la mystique de l'image comme empreinte. Une empreinte déposée sur quelque chose qui attestait d'une présence, qui atteste de la réalité d'un corps. C'est l'idée de toucher. Hein. L'image permet de toucher. C'est dit plusieurs fois pendant le film. Alors évidemment, il y a c'est toute l'idée du linceul qui est déposé sur le corps et qui lui-même produit une image numérique de ce corps, on l'a dit, par contact. Mais c'est aussi toute la façon dont on use de la technologie de l'image aujourd'hui avec ce qu'on appelle les écrans tactiles. C'est quoi les écrans tactiles ? C'est des images qu'on touche, qu'on tripote, quoi, hein, tout simplement, hein, qu'on agite avec nos doigts, les écrans tactiles sur lesquels... il y a l'idée que l'image est la médiation d'un contact possible, ou c'est quelque chose qui remplace peut-être un contact avec l'autre, qui remplace le fait de toucher un autre corps ou de pouvoir toucher simplement la réalité qu'on affronte tous les jours. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est creusé, travaillé par le film au fil des dialogues. Et d'ailleurs, Cronenberg, moi, il m'épate toujours pour ça. Il a le terme quasiment philosophique pour désigner ces images qu'on touche ou ces images qui renvoient à la sensation du toucher. C'est le terme haptique. Alors, haptique, voilà, c'est l'idée c'est une image qui renvoie à la sensation du toucher, quoi. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a ce personnage très intéressant de la femme aveugle. La femme aveugle qui est
qui est aussi l'épouse d'un espèce de gourou de la tech, comme on l'a compris, et comme est le personnage de Karch d'ailleurs, et qui va réintroduire une notion de contact physique aussi, ou de désir. Hein. On va voir que c'est aussi une question très importante dans le film. Alors oui, Karch, voilà, il n'est pas choisi par hasard, c'est un personnage typiquement contemporain. J'ai dit gourou de la tech, on pourrait dire voilà l'un de ces néo-entrepreneurs qui sont les prophètes de la technologie, comme ça, qui sont à la pointe de tout, et ce qui permet à Cronenberg de filmer des tas de réalités contemporaines très intéressantes et qu'il met à distance et qu'il l'interroge par le biais de sa mise en scène, à savoir, bon alors on l'a dit, l'intelligence artificielle qui devient une assistante de gestion dans le travail, mais aussi les voitures automatisées Tesla là qu'on voit un petit peu dans le film. Il y a plein d'autres choses. L'idée que la technologie est aussi sans doute une menace de surveillance généralisée sur notre quotidien. À quel point la technologie est aussi génératrice de paranoïa, hein, voilà, avec la belle-sœur paranoïaque qui verse dans des scénarios complotistes. Voilà, tout ça, Cronenberg le prend en charge, le développe à travers le film, et c'est voilà, c'est aussi un espèce d'espace mental qui correspond à aujourd'hui, avec au centre le motif du deuil comme grand dérèglement de cet espace mental, hein, qui dévie de plus en plus dans des scénarios délirants. Donc ça, c'est intéressant d'avoir pris ce personnage-là comme ce néo-entrepreneur qui concentre beaucoup de sujets aujourd'hui. Même le film sous sa forme modeste, sans scènes extrêmement spectaculaires, bien que je trouve les scènes de rêve très belles, très étranges, etc. Mais sans moyens excessifs et sans aller dans forcément de l'action, etc. Simplement par le biais du dialogue, arrive quand même à brasser beaucoup de nos réalités. Et alors évidemment, la façon dont il a été accueilli est assez symptomatique, puisque ça fait maintenant quasiment 15 ans qu'on reproche à Cronenberg de faire des films trop bavards, uniquement dialogués, de perdre de vue l'aspect visuel, etc. Le côté graphique et organique qu'il pouvait avoir eu à une certaine époque. Alors certes, bon, il se trouve que sa carrière est allée dans ce sens-là, mais ce que moi je trouve particulièrement intéressant dans ce film, c'est justement que ça permet aussi de donner une dimension très importante du deuil, qui est la dimension verbale, la dimension quasi délirante du deuil. Et pour cela, et c'est quelque chose que Cronenberg intègre très bien au scénario, je trouve. C'est-à-dire, il ne fait pas un scénario qui irait de A jusqu'à Z avec les passages obligés, etc. Mais c'est un scénario qui est lui-même complètement délirant. C'est un scénario qui part dans des directions qui parfois va trop loin, qui s'égare, qui est un peu pris comme ça dans la folie de parole de ses personnages. En effet, comme on l'a dit, on voit bien que Karch est quelqu'un qui ne fait pas son deuil, qui refuse de le faire, qui préfère à cela un contact complètement illusoire au cadavre de sa femme. C'est très beau parce que, je fais une petite parenthèse, mais encore une fois, le manque de la personne disparue est un manque physique, c'est un rapport au corps qui se joue dans le deuil. Hein. C'est pas simplement un rapport à la personne entière, mais c'est un rapport très fort, très intense à la corporalité. Et même à la corporalité mutilée de la femme dont on apprend, de Becca, dont on apprend qu'elle a eu un cancer des os très grave et qu'elle a traversé toute une épreuve à l'hôpital avec un corps évidemment de plus en plus diminué, fragile, mutilé, etc. Ce qui se révèle à travers les rêves de Karch. Mais voilà, rapport physique. Hein, le deuil, c'est physique, c'est quelque chose des tripes presque. Hein, et voilà, c'est un manque vraiment corporel.
Donc ça, voilà. Mais pour dire que le film va dans cette direction où le deuil provoque un grand dérèglement de Karch qui, à partir des images captées sur sa tombe écran, commence à devenir un peu parano. Il aperçoit des nodules étranges, etc. Et tout cela déclenche un scénario paranoïaque, en effet. Scénario paranoïaque qui implique du complot, qui implique de l'espionnage industriel, qui implique voilà, de la géopolitique. Les Russes sont impliqués, les Chinois aussi. Ça va très loin. On est dans quelque chose en roue libre. Et Cronenberg ne le désigne jamais comme... voilà, il nous dit jamais non, mais c'est pas sérieux, c'est dérisoire, c'est de l'invention, etc. Non, il reste avec son personnage, il l'accompagne dans ce délire qui est un délire de parole qui va trop loin. Et même des fois, il y a des passages dans le film où on ne comprend pas de quoi il est question. C'est une sorte d'enquête que mène Karch, mais ouais, il y a des choses qui nous échappent. Mais ce qui se joue en sous-main à travers ça, et qui pour moi est peut-être le cœur même du film, et qui désigne le travail du deuil, c'est la renaissance possible de quelque chose, d'une relation nouvelle aux autres. Alors ça fait partie du tableau, et on verra voilà, tout ce petit réseau de personnages entre le beau-frère qui est joué par Guy Pearce, donc la belle-sœur, on en a parlé, les collaborateurs de Karch, etc. Tout cela dessine une petite galerie de personnages, mais le vrai enjeu derrière tout ça, c'est quand même le retour du désir, le retour de la libido. Hein, c'est pas pour rien que le film s'ouvre sur une blind date, sur une rencontre amoureuse possible avec une femme, et l'idée que pour faire son deuil, il y a quelque chose du désir qui doit refaire surface. Hein, est-ce qu'un désir est de nouveau possible? Et est-ce que quelque part, toutes ces fictions que les personnages s'inventent, parce qu'à force de parler tous ensemble avec leurs chiens, des tas de scènes comme ça de dialogue, elles se multiplient, le film les accumule. Est-ce qu'à force de se raconter des histoires, tout cela n'est pas une façon de faire redémarrer la libido? Hein, Karch va avoir des aventures avec deux femmes au moins dans le film. Il va redécouvrir une sexualité qu'il pensait en berne lui-même. Il se demande s'il n'est pas dans ce stade terminal de la sexualité, comme il le dit à un moment. Voilà. Et l'enjeu, c'est ça. Hein. Le but du film, c'est quand même est-ce qu'après le deuil, le désir peut redémarrer? Et c'est pour ça qu'on parle. Et c'est pour ça qu'on discute. Parce que la parole fait redémarrer, réenclenche quelque chose. Mobilise une sorte d'étincelle, quoi. Et tout le film est évidemment là-dessus. Bon, voilà, je pense que j'ai parlé. J'essaie de pas aller trop loin, de pas vous assommer avec les propos. Bon, si vous avez soit des questions, soit des avis sur le film, soit vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit, monsieur, merci. Je vous ai entendu répéter plusieurs fois le deuil. Et je me suis accroché parce qu'au début, je me suis dit, tout ce que j'ai préparé, je le jette. Mais le fait de vous entendre parler du deuil, moi au début, j'ai pensé à ce que j'ai lu, ce que j'ai vécu quand on perd quelqu'un de très riche. Après sa mort, on essaye de voir, de chercher, est-ce que c'est la même personne qu'on a vue ou non? Et après, on fait notre autocritique. À un certain moment, je croyais même qu'il allait, pour se consoler, faire un dialogue avec la personne qu'il aimait, en répondant, c'est-à-dire faire deux dialogues, ce qu'il lui disait et ce qu'il dit lui, et peut-être aussi de lui demander pardon, parce que souvent on est injuste par rapport aux gens qu'on aime. Voilà, merci beaucoup, je ne veux pas... Ah non, merci. Non, alors, ce dialogue avec la morte, avec la femme disparue, il existe, puisqu'il se continue à travers ses rêves, hein, ces moments du rêve qui permettent et en même temps aussi de continuer le dialogue, d'une part,
et en même temps de comprendre un peu quelle a été l'histoire, le parcours de cette femme avec les médecins, etc. Et ce qui est, voilà, c'est une dimension, c'est très juste ce que vous dites. Est-ce que c'est une dimension très belle du film? Est-ce que le deuil permet de se rendre compte de qui était vraiment la personne? Pas sûr, parce que ce que fait Karch là avec son système d'images, de suridéalisation du cadavre de sa femme, bah, c'est qu'il la romantise à mort en quelque part. Il en fait une espèce d'absolu, etc., d'images écrasantes. Il la divinise presque. Et tout le parcours du film nous montre que elle avait peut-être une autre relation, alors avant lui, et peut-être même en même temps, avec le fameux docteur Éclair qui a disparu, Jerry Éclair, qui a disparu, qui est introuvable, et puis dont le cadavre finit par réapparaître comme ça dans dans la tombe, dans la crypte. D'ailleurs, c'est intéressant ça aussi. Tout le film joue sur il y a le jeu de mots sur crypter, encrypter des données et encrypter des corps dans une crypte. C'est pas mal aussi, c'est intelligent ça de la part de Cronenberg. Mais évidemment, on découvre que Becca, la morte, voilà, elle aimait peut-être aussi quelqu'un d'autre. Et ça fait partie voilà, du travail du deuil, de sortir de l'idéalisation un peu infantile de la disparue pour lui concéder une complexité et peut-être des zones qu'on ne maîtrisait pas ou qu'on ne contrôlait pas, malgré l'obsession du contrôle qui est celle de notre environnement technologique, et qui permet, en acceptant cette complexité, de se détacher un petit peu et de partir vers d'autres aventures, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça fait partie du film et c'est intéressant aussi cet aspect. Est-ce qu'il n'y a pas quand tu parlais de toute la mystique de l'image, le suaire, etc., on est quand même là, effectivement, il nous parle du monde d'aujourd'hui, avec les images, enfin la relation haptique. Est-ce qu'il n'y a pas une critique justement de cette évolution du rapport aux images qui va vers une sorte d'immersion? Parce que, d'une certaine manière, oui, l'image au cinéma, c'est une empreinte du réel, etc. Mais là, on voit bien qu'on va en fait vers quelque chose qui nous mène en fait à presque avoir envie de vivre dans les images, en fait, d'une certaine manière, puisque il est tellement entouré d'images, on a l'impression qu'il passe un petit peu à l'intérieur d'une certaine manière. On ne sait pas quand il rêve si c'est pas des images qui sont produites effectivement numériquement. Enfin, il y a une espèce de paranoïa qui s'installe, y compris au niveau de sa propre réalité à lui, en fait, de ce qu'il voit. Et je dis ça parce qu'il y a dans l'image du cadavre de sa femme, à un moment donné, il y a l'hypothèse que en fait, cette image soit trafiquée, puisqu'il y a des espèces on appelle ça de prolifération du cancer, je ne sais plus. De nodules, de nodules, voilà. Ouais. Et après, on lui explique que peut-être c'est des choses qui ont été rajoutées numériquement, etc. Donc en fait, la confiance qu'on peut avoir dans cette empreinte, finalement, elle commence à sauter complètement. Voilà, il y avait ça et puis d'autres moments en fait qui me faisaient penser à ça, notamment. Oui, voilà, il y a un moment où ils sont sur le balcon en fait, avec, je pense, avec la sœur, entre Karch et la sœur. Et c'est très étonnant parce que la ville qu'on voit derrière, on a vraiment le sentiment qu'elle a été incrustée. C'est comme si je suis quasiment sûr qu'il y avait un fond vert et on a l'impression qu'il a laissé l'imperfection de l'incrustation pour donner ce sentiment qu'on n'est pas vraiment dans le réel non plus. Enfin, c'est le sentiment que j'ai eu. Ouais, c'est très intéressant, c'est vrai, mais en effet, je suis d'accord, il y a une façon dont le film assume sa texture numérique qui résonne beaucoup et une certaine artificialité aussi de ce que peut avoir cette image numérique telle qu'on la voit dans le film qui résonne beaucoup avec le propos. Alors je ne saurais pas comment l'épuiser ou comment aller au bout de ce que ça évoque, mais je trouve que c'est un très bel usage du numérique, par exemple, qui n'est pas 100% effets spéciaux ou manipulation de l'image, etc. D'ailleurs, tout ce qui est autour du cadavre, on est dans un numérique très rudimentaire, en fait.
qui est presque du dessin, quoi. Quand on voit le slideshow des photos du cadavre qu'il a sur son bureau à la maison, on est presque dans le dessin où voilà, il y a quelque chose de rudimentaire qui n'est pas dans l'hyper sophistication numérique, mais dans un numérique assez bon marché presque, je trouve que et c'est bien parce qu'il nous donne un peu à voir les ficelles aussi. En faisant ça. Et sur, qu'est-ce qu'il dénonce, de quoi le film parle? Bon, bah oui, d'une certaine déréalisation liée à cet environnement numérique. Je pense que je crois que le film va beaucoup par là, dans le sens où le numérique, l'outillage technologique nous donne l'impression de contrôler quelque chose, c'est-à-dire voilà, de contrôler le devenir du cadavre sous la terre, d'être en relation, en rapport, en communication, etc. Mais en fait, c'est une perte de contrôle, en fait, dans le sens où tout est surveillé, tout est remanipulé par d'autres instances plus mystérieuses, et que derrière une communication numérique, d'images, etc., il y a toujours une surveillance qui a lieu. Donc je pense qu'il parle de ça. Il nous montre, avec cette question des nodules, l'image numérique comme quelque chose où il y a une saturation de signes, qui fait que, à force l'image, il parle d'image 8K, d'image à grande résolution et tout, mais on se demande si l'hyper-résolution, c'est un peu comme dans Blow Up de Michelangelo Antonioni, plus on fouille dans l'image, plus on fouille dans la résolution, plus il y a de signes à voir, et moins on arrive à les interpréter, en fait. Parce que la grande question du film, c'est celle de l'interprétation. Comment on interprète ce qu'on a vu sur l'image, comment on interprète ce que nous a dit un tel, etc. Et toutes les interprétations sont délirantes. Il y a d'ailleurs quelque chose de très drôle qui fait Cronenberg. Donc il y a le petit rendez-vous dans la forêt entre Guy Pearce, le beau-frère, et Karch, où il lui dit: mais c'est les Chinois, t'as été manipulé par le docteur chinois, bien sûr ils essaient de pirater toute ta technologie pour en faire un réseau de nœuds d'informations, etc. Et tout de suite après, donc c'est la scène sur le balcon avec la sœur jumelle, jouée par Diane Kruger, et toute cette piste de scénario qui a été développée dans la scène d'avant, elle dit mais non, c'est n'importe quoi. En fait, donc il sabote aussi toutes ces espèces de pistes de scénario délirantes où elles sont montrées aussi comme délirantes. Et voilà, c'est toute la question de ces images trop précises, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrive plus à les interpréter. Pardon. Voilà. Juste pour aller dans votre sens, en fait, par rapport à ce que vous avez dit, à la deuxième lecture du film, moi, ce qui m'a frappé pour le voir une deuxième fois, c'est cette idée que la technologie est un personnage à part entière, mais que le sens même du film cherche à voir quelle est vraiment notre condition humaine dans le 21e siècle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde encore de cette humanité. Et ce qui est frappant aussi, déjà de point de vue visuel, ce que vous avez dit, donc l'image numérique, mais c'est purement de voir les intérieurs. Donc, c'est-à-dire, on a des intérieurs très épurés chez Vincent Cassel. Tout est vraiment... Il y a rien, mais même pas un fil de poussière, etc. Et derrière, à l'opposé, donc on a la sœur, sa belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle a des chiens qu'elle met sur la table, ou par ailleurs, elle va manger ses céréales avec le lait. Donc on imagine dans une espèce de poussière, et puis quelques cheveux de chien, de poils de chien, pardon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment le petit détail de la femme aveugle, enfin la coréenne par la suite, où elle a déjà prouvé qu'elle peut humainement
lire à une vitesse 2 fois plus importante quelque chose que un humain lambda pourrait pas le faire. Donc on est déjà dans cette espèce d'idée qu'on trouvait aussi dans les crimes du futur. Qu'est-ce que c'est le futur homme du 21e siècle et qu'est-ce qui reste de ce qu'on était avant? Et ça, je trouve ça très intéressant. Et le deuil vu sous cet angle-là, forcément, c'était un deuil technologique, un deuil qui doit intégrer quelque chose d'astucieux. Bon, ben voilà, je ferme la parenthèse. Ouais, c'est vrai. En tout cas, le numérique, la technologie est hygiéniste. Il y a un truc qui lisse, qui rend propre, ça substitue à notre monde, un monde idéal qui serait qui est trop parfait, quoi, bien sûr. Et c'est marrant parce que je pense que l'idée d'une libido qui redémarre, elle est liée aussi à l'abandon de la technologie à un moment. C'est-à-dire que quand il y a trop de technologie, il n'y a plus de libido, c'est pas possible. Et c'est au moment où il abandonne son assistante par IA, qui débranche son téléphone, qui l'arrête un peu avec les écrans, qui va pouvoir avoir des aventures érotiques de nouveau avec d'autres femmes, quoi. Oui, juste une remarque, quand vous parliez de libido qui revient, mais pas de son fait. Lui, il cherche rien. C'est un séducteur au centuple. C'est-à-dire qu'il séduit pas, il est juste désiré. C'est-à-dire qu'il y a une belle femme face à lui, on se doute bien, un peu comme chez James Bond. Quand il y a une James Bond croise une femme, ça finira, elle finira dans ses bras. Là, c'est pareil. Les 2 femmes finissent dans ses bras, et quand vous disiez aussi que son épouse était omniprésente, elle est même présente quand il couche avec sa belle-sœur. Il parle que d'elle. Donc, alors jumelle, je n'avais pas repéré que c'était une jumelle, 2 sœurs qui se ressemblaient. Et puis, dernière remarque, vous parliez de sa judéité, la profanation de la tombe juive. On ne sait pas quelles sont les autres confessions des autres tombes, ou s'il y en a. Mais là, vous parliez d'humour, je ressens, moi, une violence, une profanation d'une tombe juive. Si Cronenberg a choisi de faire un plan sur les lettres en hébreu qui marquent la tombe, là, il y a une force et un choc extrêmement puissant à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est vrai, l'image, elle est incroyable, et elle est... et bien sûr, ça évoque beaucoup de choses. Enfin voilà, on pourrait décliner longtemps. Alors quand je parle d'humour, je dis pas que tout dans le film est 100% humour tout le temps, hein. Bien sûr, c'est dans les dialogues, c'est une certaine façon de prendre le contre-pied du deuil et de pas en faire un film grave, pénétré, larmoyant. Pas du tout. Il est dans une espèce de sécheresse que je trouve justement très vitaliste, et dans beaucoup d'aspects du film. Mais oui, en effet, il y a l'image de la tombe, il y a le fait que la tombe intègre une image aussi, quand même. Enfin, ça, c'est une espèce d'idée complètement dingue, quoi. Ça, c'est un peu c'est l'élément un peu science-fictionnel, entre guillemets, d'anticipation, en tout cas, du film. Et oui, je parlais de sa judéité parce que c'était pas apparu auparavant. Bon, sauf erreur, sauf si quelqu'un a un souvenir dans un de ses films, mais je crois pas. Là, c'est schmuck, ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Bah ouais, c'est assez. Ils commandent à manger au délicatessen avec le sandwich au pastrami et tout. Enfin, il y a plein d'éléments quand même qui nous rappellent qu'on est dans cet espace-là, quoi. Et je pense que c'est aussi lié à l'aspect très personnel du film. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il n'avait pas abordé auparavant. Et je trouvais ça assez marquant. Est-ce que, moi je me suis posé la question à la fin, de savoir s'il avait finalement fait son deuil jusqu'au bout. Et je trouve que c'est très ambigu parce qu'on a à une première vision, justement, j'avais l'impression que cette fin qui est surprenante, hein, moi je ne m'attendais pas au début à ce que ça se termine là-dessus, mais en même temps je me suis dit c'est peut-être parce qu'il est arrivé au bout, il a fini par faire son deuil, il part avec cette femme coréenne,
une nouvelle vie. Et en même temps, en revoyant, je pense l'inverse, c'est-à-dire que, encore une fois, en fait, on est dans une scène qui est de rêve ou de cauchemar d'ailleurs, où elle est mutilée comme sa femme, etc. Sachant que cette femme est aveugle en plus, donc je pense que c'est assez lourd de sens. Et puis cette image finale de l'avion, en fait, qui termine le film, je peux pas m'empêcher de penser que c'est un tombeau quelque part. En fait. Ouais. Voilà. D'ailleurs. Je trouve ça, c'est à la fois marrant et morbide. Enfin voilà, pour moi c'est le ton du film. C'est qu'il part à Budapest avec cette femme, donc on imagine voilà pour commencer une nouvelle vie quoi, grosso modo. Donc il arrive à se séparer de Becca ou à prendre de la distance, mais simplement parce qu'il y a une concession dans son cimetière Greftec à Budapest, et c'est par l'idée qu'il va pouvoir être enterré là-bas, quoi. Grosso modo, c'est parce qu'il a une tombe prête qui l'attend, donc il peut franchir le pas, quoi. Donc oui, bien sûr, c'est très ironique aussi. Il y a une dose d'ironie qui est phénoménale et qui est qui permet de... Et je pense que le film a été, à ce niveau-là, globalement incompris. À Cannes, il a été accueilli avec une sorte de... c'était un accueil poli, comme on dit, un peu froid. Il a été vu comme un film plus morbide qu'ironique ou joueur, etc. Et bon, c'est vrai qu'il y a la gravité de l'inspiration personnelle, mais on lui a pas reconnu quand même toutes ces dimensions même sur la notion de deuil, la façon dont il arrive quand même à renouveler le motif, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'il a fait le deuil à la fin ? Ça c'est difficile à dire. Et d'ailleurs, il y a un élément aussi que je trouve très intéressant, c'est que si on suit un peu le scénario, et c'est pas facile, hein, parce que vraiment, c'est tellement tordu, c'est tellement délirant, etc., que des fois, on est un peu perdu. C'est normal, je pense, mais il y a un moment où son IA, son assistante intelligence artificielle, déraille, et elle prend la forme de sa femme mutilée, avec l'ablation du sein, le bras coupé, etc. Et donc là, on se dit, mais en fait, c'est l'IA qui commande ses rêves. Il y a un truc, c'est presque, comme si elle injectait, comme si elle capte ses rêves, et elle est consciente des images dont il rêve, soit c'est carrément la technologie qui commande l'espace du rêve, quoi. Donc c'est quand la femme mutilée revient à la toute fin dans l'avion sous les traits de l'autre. C'est encore une espèce de vertige. Mais oui, en tout cas, ce qui me semble vraiment passionnant dans le film, c'est à quel point l'environnement technologique dont on s'entoure est finalement poreux avec le rêve. C'est presque la même substance, quoi. Dans nos écrans, on établit un univers comme ça dans ce monde surtechnologisé où on fait quasiment plus la différence avec le rêve. Et en tout cas, les deux sont très proches, quoi. Ils ont presque, en effet, cette substance un peu flottante, quoi. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Existence, cette manière de sauter d'une réalité à une autre, ou alors dans Existence, ils sont dans un jeu vidéo, mais qui est perçu comme la réalité, en fait. Et là, on a pareil ces bascules, en fait, qui sont indécidables. Et je trouve ça très, très beau, en fait, et puis et actualisé, du coup, parce qu'à l'époque, c'était sur les débuts du jeu vidéo ou de la réalité virtuelle, c'était les premiers casques, etc. Et je trouve que c'est un cinéaste qui est peut-être en fin de carrière, mais que je trouve vraiment très actuel. Enfin, en tout cas, oui. Alors, il a beaucoup sous-entendu dans ses interviews que ce serait son dernier film. Alors, je sais pas. Il peut changer d'avis et en refaire, hein, mais on a affaire quand même à un film, là, Les Linceuls, qui aurait la place du dernier. Et je pense que le rapport avec Existence est en effet très juste. Tu fais bien de le dire, Jean-Paul, parce que c'est vrai que ce qui était très frappant dans Existence, qui était l'histoire de deux personnages qui prennent la fuite comme ça, qui font une fugue à travers les États-Unis, qui en même temps se cachent à chaque fois pour entrer dans un jeu vidéo, entrer dans une sorte de réalité virtuelle et mener une quête comme ça dans un espace virtuel.
ce qui était très frappant dans le film, c'est à quel point le monde virtuel, c'était déjà la réalité. Il n'était pas du tout filmé comme une fantasmagorie imaginaire et tout. Ça ressemblait, c'était confondu avec la réalité, quoi. Et ça, c'était très fort. Il y avait cette image aussi très forte dans Existence, pour ceux qui l'ont peut-être vu, c'était qui se branchait directement, il se branchait au jeu avec une sorte de prise, de plug sur la moelle épinière, quoi, enfin sur l'épine dorsale, quoi. Il y avait une imagination typiquement à la Cronenberg. Mais le but était de montrer quand même la confusion, enfin la fusion même entre le réel et le virtuel, quoi. Oui, et puisque tu en parles, j'ajoute que dans Existence, il y avait une sensualité, en fait, il y avait quelque chose de sexuel autour de ça, le plug justement qu'il fallait exciter ou je sais plus. Enfin, et dans ce film-là, en fait, c'est comme tu le disais, en fait, on est dans un Cronenberg qui est beaucoup moins, qui joue beaucoup moins avec les technologies organiques ou des représentations organiques. Mais j'ai l'impression que c'est quand même là, en fait, ce rapport, en fait, à la technologie qui garde quand même quelque chose de l'ordre de pas de la sensualité, mais de la sexualité, parce que il y a une excitation, même si elle est morbide, en fait, finalement, parce que il a des aventures sexuelles, etc., mais qui, comme tu disais, qui passent par l'échange, le dialogue. Mais le moment qui est assez frappant, c'est quand la sœur de Becca discute avec lui et que ça part dans des délires complotistes, parce qu'elle adore ça, et en fait ça l'excite. Elle dit ça m'excite, je sais pas quoi. Et je trouve ça intéressant parce que voilà, on revient, le sexe revient en jeu, mais finalement, alors à travers des discours délirants, mais aussi en fait dans le cadre d'un rapport bien particulier à la technologie, quoi. Enfin, ce qui est passionnant avec Cronenberg, je trouve, c'est que c'est pas un idéaliste, c'est vraiment un matérialiste. C'est-à-dire que s'il aborde la technologie, s'il aborde la déréalisation, tout ça, c'est toujours en référence par rapport au corps, par les effets sur le corps, par à la base, il y a toujours, enfin, la première réalité, et peut-être la seule et unique réalité sur cette terre telle qu'on peut l'expérimenter, c'est d'abord celle du corps. Et chez lui, tout en passe par là. Et on le voit bien dans les linceuls, à quel point, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, à quel point le deuil est d'abord une question de manque corporel, de manque du corps de l'autre. C'est le corps qui surgit, même dans la façon dont il a été mutilé, etc. Et c'est par le corps qu'on en sort, quoi, c'est-à-dire par la réactivation du désir. Donc ça, c'est... en effet, Cronenberg ne va pas imaginer des mondes où on peut se perdre, c'est pas l'idée, c'est pas l'idéal, etc. qui l'intéresse, c'est une certaine forme de matérialisme, de technologie branchée sur le corps et de corps branché sur la technologie, et comment les deux s'auto-influencent, quoi. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, il est assez original. Et même aujourd'hui, où il n'est plus dans le cinéma d'horreur, en fait, c'est ça, il a quitté le cinéma de genre, en fait. C'est-à-dire que, et c'est ce que lui ont reproché ses fans de la première heure, c'est-à-dire, on lui a jamais pardonné, en gros, de plus faire du cinéma de genre, codifié, etc. Et le reproche qu'on lui a fait, c'est de faire du cinéma intello. Bon, voilà, maintenant, il fait des trucs de dialogue, c'est quasiment des pièces de théâtre. On lui en veut de plus avoir ce rapport aux conventions, ce rapport codifié à des formes horrifiques, etc. Alors que on peut aussi penser que c'était très bien quand il faisait du cinéma de genre, il avait ses obsessions et il était unique dans cette catégorie-là, il était beaucoup plus intelligent que beaucoup d'autres, mais que là, c'est une forme d'épure aussi qui lui permet peut-être d'aller plus loin encore. Et moi, je trouve que ces derniers films, je les minorise pas du tout, bien au contraire, je les trouve vraiment passionnants. Oui, il y a juste un truc qui me taraude, il y a une partie... Enfin, j'ai quasiment pas compris le film, de toute façon. Mais il y a surtout, là, en plus, en parlant,
un passage que j'ai pas compris, c'est comment le corps du médecin s'est retrouvé dans la tombe qui était prévue pour l'autre. Ouais. Bon, on en parle sans en parler, on ouvre le sujet, on le referme pas. Comment le corps a pu arriver là? Mais surtout que maintenant qu'on en parle, je me dis que ce qu'on voit dans ce film-là, c'est quelle confiance on a dans les images. On a l'impression que à partir du moment où c'est dans l'écran, c'est vrai. Alors qu'en fait, le corps, on nous montre sur l'écran que le corps est dans la tombe, mais personne ne va vérifier. D'ailleurs, on a réenterré tout le monde sans finalement voir qu'il y avait aussi le corps du médecin. Personne ne va vérifier après si c'est vraiment le corps du médecin. Et il y a plein de moments finalement dans le film où c'est comme ça, où on montre à travers... Il y a cette image un peu spéciale où la sœur montre... dans le téléphone, avec ses doigts immondes d'ailleurs sur le côté, là qu'on voit en gros plan, où on voit ce que raconte le frère et on prend tout pour argent comptant pour qu'on nous dise après, bah non, finalement tout ça c'était faux. Et on a l'impression qu'à chaque fois ça passe par l'image. Et surtout, moi, ce qui me choque premièrement, c'est on a l'impression qu'elle est morte il n'y a pas longtemps, mais vu l'état de décomposition du corps, c'est pas un corps de quelqu'un qui est mort il n'y a pas longtemps, ça. Puisqu'il ne reste plus que les os finalement, donc on pourrait croire qu'elle est morte depuis très longtemps. Et quand lui passe, il y a quand même ce moment où il passe lui-même le suaire, la camisole, et où on s'aperçoit que ça lui enlève déjà... Alors, est-ce que c'est le corps qui pourrit comme les dents, où ça montre que le corps commence à pourrir, mais sur l'écran, on voit déjà qu'il a déjà pu la peau alors qu'il vient juste de passer. Donc finalement, tout ce qu'on voit à travers les écrans, on est un petit peu... Moi, pour ça, déjà, j'étais perdue avec le scénario, mais finalement, tout ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'il faut prendre pour vrai, pour faux, ce qui est du rêve, ce qui est de la réalité, ce qu'on veut nous... On est un peu perdu en fait, à part les chiens qui sont vrais, les scènes dans la forme, après le reste. Moi j'avoue que je suis un petit peu perdue, mais surtout moi. Donc s'il y a quelqu'un qui a compris l'histoire du docteur qui se retrouve dans la tombe, j'ai pas pigé ça. C'est super bien compris en fait. Voilà, je veux dire, toute l'histoire du cadavre du médecin qui se retrouve dans la tombe de Karch, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on sait même pas s'il est là. C'est une image. Il y a l'écran. À un moment, ils disent tu vas creuser pour voir si c'est. Bah non, en fait. Donc, voilà, l'image. L'image n'atteste de rien. C'est pas parce que c'est sur une image, ça a été filmé avec un téléphone, c'est montré sur tel ou tel endroit. Et ce sont des signes creux. Voilà, et c'est un peu ça, et c'est pour ça que le scénario, je pense qu'il faut pas le prendre au premier degré, et quand les personnages commencent à rentrer dans des délires géopolitiques, etc., c'est pas très sérieux en fait. Alors, Cronenberg ne tourne pas la chose à la dérision, mais il assume un côté un peu foisonnant du scénario et sans doute de perdre aussi un peu son spectateur là-dedans. Parce que quelque part, le personnage de Karch et ceux qui l'entourent font trop confiance aux images. Ils leur font trop confiance, ils y croient trop. C'est très marrant quand même que toute l'intrigue parte du nodule qu'il a repéré sur l'écran de la tombe, ces petits nodules, etc. Et qu'à un moment du film, c'est exactement le même truc. On nous dit, mais non, en fait, ça a été rajouté numériquement, c'est une image fausse, en fait. C'est pas vrai, c'est juste un truc de palette graphique, etc. Donc... Voilà, tout est comme ça. On a parlé du rendez-vous. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le seul moment où on va dans la nature du film quand il a rendez-vous avec le beau-frère, près de la cascade, là, etc. Tout à coup, il se retrouve dans la forêt, ça capte plus. Et qu'est-ce qu'il y a autour d'eux ? Ah, la nature. Oh bah c'est bizarre quand même, c'est quoi ce truc, des arbres, une cascade, des pierres, on sait plus quoi faire avec ça, on sait plus où on est. Il dit mais qu'est-ce que tu m'as emmené ici, c'est quoi ? Bah oui, ça capte pas, ici on peut pas nous surveiller et tout. Bah ouais, alors la nature surgit presque comme l'envers de cette réalité urbaine où on sait même plus ce que c'est, quoi. C'est intéressant. Et là aussi, il y a une façon de retourner le scénario, de dire, avec Diane Kruger juste après sur la terrasse, enfin sur le balcon, tu sais, tout ce qu'il t'a raconté avant, c'est n'importe quoi. Hein. C'est vraiment... voilà, donc, le scénario, non seulement il nous dit pas tout, mais il n'arrête pas de se contredire. Et il le fait exprès.
de se contredire, de dire, vous savez, tout ce qu'on vous a raconté dans la scène d'avant, en fait, c'est bidon, c'est de l'enfumage, c'est complotiste, c'est n'importe quoi. Et il assume ce n'importe quoi. Et je trouve ça participe de la drôlerie du film aussi. Alors, quand je dis drôlerie, c'est pas à se bidonner sur place, à s'esclaffer dans la salle, mais c'est le côté ironique. Voilà, comment traiter de l'espèce d'inconsistance des images ou de notre environnement numérique technologique, si ce n'est de dire que ces images font naître des fictions qui n'ont aucune consistance, qui ne tiennent à rien. Et c'est juste du récit en roue libre, en fait. Voilà. Mais ça correspond aussi à la nature profonde des personnages, qui ont besoin de se raconter ces histoires pour renouer avec quelque chose de la réalité. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu 2 fois, est-ce que vraiment il avait déjà pu ses 2 doigts? Parce qu'elle explique qu'il avait déjà perdu. Ouais. Et c'est là que d'ailleurs, nous on se retrouve bête, parce qu'on se dit, on est tellement dans l'image, les images, que nous-mêmes on n'a pas fait, parce que finalement la réalité on l'a même pu, elle est en train de nous dire, vous avez même pas fait attention que dans la réalité elle avait déjà pu ses 2 doigts et vous ça a été assez après je sais pas si il me semble qu'il tape sur l'ordinateur avec ses 2 doigts, j'avais trouvé ça bizarre en fait. Mais c'est une scène avant non mais j'avais trouvé ça étrange, et tiens, voilà. Et après ça revient. Mais ça n'atteste pas forcément de son explication, etc. Voilà. Oui, en fait, je sais pas. Moi, je prends le film en temps réel, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on me raconte est vrai, pas vrai. En tout cas, voilà, je trouve que c'est assez étonnant, quoi, comme façon de raconter. De faire presque chaque scène contre la précédente, quoi, ou qui annule et remplace la précédente. C'est une idée assez originale. Oui, je ne sais pas si ça va être son dernier film, mais j'ai trouvé que c'était un peu un best-of de ses précédentes œuvres. Il y a un peu... on trouve énormément d'éléments, comme par exemple la gémellité entre les deux, les sœurs, qui ne pourraient pas ramener à faux semblant. Les cicatrices m'ont fait penser énormément à Crash. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est des choses qui reviennent. Enfin, c'est des obsessions, c'est des trucs qui reviennent chez lui fréquemment. En effet, on n'a pas parlé de Crash, mais ça aussi, c'est un film très intéressant sur le contact avec la réalité. Crash, c'est un film sur une communauté clandestine de fétichistes très particuliers qui sont très axés sur les accidents de voiture, qui veulent vivre des accidents de voiture et que ça excite sexuellement l'expérience des accidents de voiture. Et donc ils sont sillonnés de cicatrices, etc., qui deviennent carrément de nouveaux orifices sexuels en quelque sorte. Donc c'est encore une fois typiquement le scénario tordu à la Cronenberg. Non, alors ce que je peux dire sur celui-là, et c'est quelque chose que je n'ai pas dit, et ça me vient sur le tard, c'est que au départ, le film était prévu comme une série. Il a été développé avec Netflix. Ça n'a pas eu lieu, ça n'est pas allé jusqu'au bout, mais il l'avait écrit comme une série. Ça s'est transformé, c'est devenu un film, mais ça devait être une mini-série en je ne sais combien d'épisodes, mais bon, pas un truc fleuve. Mais voilà, ça devait accueillir un récit plus vaste, normalement, comme on l'imagine que peut permettre, disons, une mini-série à 4, 5, 6 épisodes. Et sans doute qu'il reste quelque chose de sous-intrigue, de personnages qui auraient peut-être dû être plus développés dans la série, de choses qui auraient peut-être dû prendre une ampleur. Et donc Cronenberg a assumé de les laisser en suspens ou de les évoquer au passage, etc. Alors je ne sais pas quoi précisément, mais je pense que ça modifie un peu la perception du film quand on sait que il aurait dû être une série, mais je pense que la série n'aurait rien changé au scénario paranoïaque, à l'idée que tous ces personnages ça s'invente peut-être des histoires. Ça, je pense que ça reste le fond malgré tout du film, mais voilà, c'est intéressant de se dire que au début, il y aurait peut-être eu plusieurs épisodes et une durée plus longue finalement. Bon, on peut finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Merci à vous, merci pour vos paroles.
Et donc on se retrouve fin juin pour le dernier film de Wes Anderson. Exactement, le très beau dernier film de Wes Anderson, qui lui aussi est un cinéaste qui soulève la controverse, mais qu'on va essayer de défendre dans quelques semaines.